Bien voilà, je me trouve avec le troisième comédien ici, comme ça, dans la brochure, puisque j'ai rencontré jusqu'à présent Jacqueline Beer, Suzy Falk et maintenant Gérard Vival. Gérard, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis Bien toujours, sûr. un petit peu comme Jacqueline, un peu comme Suzy. Oh, dis donc, à propos de Suzy, je viens de la publier là, il y a un très court moment. Elle me parle de toi, mais toi tu me dis maintenant, quand tu viens d'arriver, que tu la connais très bien, tu l'as mise en scène, tu as joué avec elle, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Oui, Je oui. parle du théâtre, pour le reste, ça ne me regarde pas. Non, non, bien sûr. Non. Hein? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que d'abord j'ai joué avec elle, pas très souvent, au départ de ma carrière. Mais il n'empêche que, par exemple, nous avons été ensemble avec le Théâtre National à Londres, et là, on jouait un Giraudoux, et on se voyait fréquemment, parce qu'elle est très agréable de compagnie. En plus, plus tard, quand j'ai voulu mettre en scène, la première comédienne à qui j'ai pensé, c'est elle. Et c'était donc dans la farce de Maître Patelin. Voilà. Alors, nous avions joué les années précédentes, je me souviens par exemple, La Tour Eiffel qui tue. Voilà, aux poches. Aux poches, que Oui, nous avions joué 5 mois, tellement ça avait eu un succès fou. Ça c'était à la porte de Namur à l'époque. C'était à la porte de Namur. Oui, Et alors là, elle a une photo que je n'ai plus, moi, de nous deux. Nous jouions des petits-enfants, on jouait des tas de rôles, hein. On jouait des petits-enfants qui recevaient des bonbons pour le baptême de la Tour Eiffel, puisque ça tourne autour de la Tour Eiffel. Et on était en gamin et gamine, et on lançait dans la salle des petits bonbons et des dragées. Et nous avons une photo ensemble, comme ça, qui est charmante. C'est un bon souvenir que c'était amusant. Tout à fait. Alors, on te dit bonjour, Suzy. Et voilà, j'ai donc le livre, Conversation derrière scène, aux éditions Hayet, Lanzmann. Et tu dis là au début, bon, je suis né, je vous regarde là, hein, je suis né le 30 janvier 1931, et puis après, ben voilà, j'ai dépassé les 80, donc les 80 ans. 83 aujourd'hui. Oh là là, aujourd'hui? Enfin, depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Bon anniversaire, tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Où je suis né? D'où je viens? Peut-être. Oui, pourquoi pas. D'où tu viens? Eh ben, d'où je viens, mais je le développe d'ailleurs très bien, je crois, dans le bouquin, c'est que je viens d'un milieu ouvrier. Mon père, à la guerre de 14, il avait 17 ans. On le commémore cette année. Il aurait 117 ans, mon père. Et il a été blessé très rapidement à la guerre de 14. Il s'était engagé à 17 ans. Il a été blessé très rapidement et ramené à l'arrière du front et soigné en France. La France qui n'était pas occupée. Et alors là, je crois pendant plus d'1 an dans les hôpitaux, un jour il a été évidemment terminé pour l'armée. Il n'était plus question qu'il reprenne du service. Il s'est trouvé à chercher du boulot. Et il était là au Havre, le grand port du Havre. Et ma mère, qui était une jeune fille donc du même âge, ils se sont rencontrés, comment, je n'en sais rien, les détails je ne les connais pas. Toujours est-il qu'ils se sont fiancés puis mariés. Et alors, ma mère était la fille d'un capitaine, hein, un marin. Belge? Non, français. Ah voilà, c'est ça. Oui, oui. Et ton père belge alors? Mon père belge et ma mère est française. Elle était française, hélas, elle n'est plus là. Alors, donc, ça s'est bien passé, et puis, ils ont fait des enfants. Et puis, ce qui est plus grave, quelque part, c'est que la guerre de 14 s'est terminée. Et puis, les Français, qui n'avaient pas été tués, sont revenus en France, et on a expulsé les étrangers. Il fallait du boulot pour les Français et puis les étrangers. Hein. Ah oui, donc il a dû revenir. Voilà, il a dû revenir, c'est comme ça qu'ils sont revenus en Belgique. Alors, des 7 enfants qu'ils ont fait, je suis le 5e. Oui, parce que tu le dis dans le bouquin d'ailleurs, ils avaient envie d'avoir des enfants. Oui, tout à fait. Ça, oui.
Ah oui, mais c'est une autre époque. Hein. Absolument, oui. Voilà. Et alors voilà, bon, donc une étoile est née, hein, Oui. comme le chante d'ailleurs le chantait Gilbert Bécaud. Oui. Alors tu es là maintenant et tu racontes beaucoup de choses. Oh dis donc, comment tu as démarré au théâtre? Bien sûr, tu es un grand comédien, on t'a vu partout. On t'a vu au National, au Rideau, aux Poches et ailleurs un petit peu partout. Oui. Mais comment ça a démarré? Tu n'as pas été comédien tout de suite. Tu as même été livreur de je ne sais plus quoi. Tu as fait des tas de métiers. Des tas de métiers. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Et comment est venu le théâtre finalement? Il faut comprendre que dans le milieu ouvrier où j'étais, personne n'allait au théâtre. C'était où exactement ça? Alors là où nous avons abouti, parce que nous vivions d'abord à Bruxelles, mais les conditions sociales, économiques étant très dures après la guerre, et juste avant l'autre guerre, j'avais 4-5 ans quand nous avons déménagé en banlieue, à la limite d'Anderlecht et de Lep-Saint-Pierre. Et nous habitions là à Negomaleken, et c'est là que j'ai passé quand même quelques années. C'était évidemment une école là-bas néerlandophone. On m'a mis, j'avais 5 ans, on m'a mis à l'école en flamand. Ma mère ne parlait pas un mot de flamand, et mon père baragouinait peut-être, mais il n'était jamais là parce qu'il avait un boulot fou, il partait à l'aube, il revenait au moment où on se couchait. Bref, dans ce milieu ouvrier où je vivais jusqu'à l'âge assez loin, je n'avais jamais été au théâtre. Et puis, j'ai travaillé, j'ai fait des tas de boulots comme tu viens de l'évoquer. Après avoir emballé des biscuits et autre chose, comme j'étais un peu doué pour le dessin, on m'a mis, j'ai suivi quelques cours à l'académie qui était un échec total, parce que j'étais pas mûr pour ça, j'avais 14-15 ans, avec des gens qui venaient voir de temps en temps ce qu'on faisait, mais que, je veux dire, je n'ai eu pas de formation, si ce n'est que je voyais travailler les autres. C'est ça qui m'a formé. Et puis, comme j'étais doué quand même, on a cherché un boulot où il faudrait quand même quelqu'un qui sache un peu dessiner. Et puis on m'a trouvé un boulot dans une petite société qui s'appelait les studios Claude Mison, qui faisait des poupées animées pour la publicité. Et c'est là que ça a démarré. Parce que, une fois de temps en temps, quand un petit film était terminé, le patron faisait venir des comédiens qui enregistraient la voix. Et moi, quand j'ai appris ce que ces gens-là gagnaient en 2 heures, et que moi, c'était l'équivalent d'un mois de ce que je gagnais, ah ouais, mais j'avais 15-16 ans, hein, j'étais pris, c'était le prix d'un apprenti, voilà. Alors donc là, c'est malheureusement, ou heureusement plutôt, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je vais suivre des cours de diction. Parce que pour moi, aller au théâtre, je n'y pensais même pas. Mais j'avais donc appris que ces gens-là gagnaient mieux leur vie. Et donc je me suis inscrit dans un cours à Anderlecht, qui était sur le chemin pour retourner à la maison, l'académie d'Anderlecht, où il y avait là un professeur qui s'appelait Jean-Pierre Reuter, je ne sais pas si tu l'as connu. Non, oui. C'était un comédien. Ah oui, c'est le comédien, oui. Oui, d'accord. Alors. Oui, c'était un comédien, mais qui avait ce cours à Anderlecht. Hein? Et puis après m'avoir donné quelques poèmes, quelques textes à lire, il a dit, mais tiens, tu devrais peut-être jouer une scène, regarde, voici la première scène des Fourberies de Scapin, ou enfin des choses comme ça. Alors bon, j'ai appris, ils étaient assez satisfaits de moi, ce qui fait que lorsque il y a eu les concours de fin d'année, il y a eu des professionnels qui sont venus, dont Piette, qui m'a dit, je t'engage à l'année. Fernand Piette, hein? Oui. Oui, on en a parlé aussi avec Suzy. Avec Suzy. Suzy Falk. Oui. Et il m'a dit, donc, je t'engage à l'année. À ce moment-là, j'ai dit, écoute, je veux bien, mais je dois rentrer à l'armée. J'avais reçu mon papier, j'avais 19 ans, et je dois rentrer à l'armée, et donc ça, c'est pas possible. Alors, il a quand même fait tout ce qu'il pouvait pour
téléphoner au colonel, machin, etc. Ouais, il avait du culot. Hein. Ah, ouais, oui, il Pas était trop, ça, ouais. Très bien. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Alors voilà. Quelque temps après, mon prof me dit, écoute, je sais que tu as des boulots intermédiaires, parce que je faisais des tas d'autres choses, parce que la société Claude Mison, hélas, avait fait faillite. Alors, il me dit, est-ce que tu es libre pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y a un comédien qui a la jaunisse au Théâtre National, dans Les Quatre Fils aimants, c'était le studio de... Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le Théâtre National avec les grands rôles, les grands emplois. Oui, il faudra qu'on en parle, ça c'est vrai, mais Oui. ça a disparu aujourd'hui. Oui, et il y avait le studio, c'est-à-dire que les petits rôles, les jeunes sortis des écoles pouvaient là faire des spectacles sous la direction, entre autres, de Jean-Pierre Reuter et d'autres professionnels. Et nous, on baladait ces spectacles un peu partout, surtout dans les petites villes, en Ardennes, etc. Où était le National à ce moment-là, à Bruxelles? Le Théâtre National, il était aux résidences. Ah ben voilà, c'est ça, d'accord. Et alors donc là... L'endroit où il y a la fameuse piscine. Hein. Oui. Ah, parce qu'Albert-André Lereux a monté d'ailleurs un spectacle, je me souviens, un Racine ou un Corneille. Oui. Donc c'est bien là que tu veux dire. Ok, d'accord, pardon. Je t'arrête, mais... Non, mais c'est pas ça. Parce que tu sais, il faut revient. Hein, ah, oui, il y a tellement de choses à raconter. Alors bon, quoi encore? Donc, il me dit, est-ce que tu es libre? Je dis, oui, pourquoi pas? J'avais jamais été au théâtre de ma vie. C'est pas vrai. Jamais. Ah, c'est marrant. Mais tu sais, je partais à 6-7 heures du matin, j'allais travailler, je rentrais à 9 heures du soir. Si je passais par l'académie, tu vois. D'accord. Tu ne restais pas beaucoup de temps. Ouais. Et puis alors, bon, voilà, il se fait que j'ai joué. Comme je le raconte dans le livre, là, la première fois que je suis rentré en scène, je me suis cassé la gueule. Il avait plu toute la journée, on jouait en plein air, et il y avait un plancher détrempé. Et quand je suis rentré, il fallait que je rentre comme un militaire. Voilà, c'est ma première entrée en scène. Tu te faisais remarquer, quoi. Ben oui, ça. Dis-moi, il y a deux choses aussi qui m'intriguent. À partir du bouquin, tu parles, mais ça se situe dans ta vie, du crabe au pince d'or. Oui. Ça, c'est comme Hergé, ça. Oui. Oui. Eh bien oui, j'allais voir régulièrement Hergé, c'était souvenir. J'étais garçon pour ça. Alors, entre les studios Mison et là où habitait Hergé, c'est-à-dire à Boisfort, de temps en temps, il m'envoyait prendre des documents ou en rapporter d'autres. Hein. Et ainsi, je le voyais de temps en temps. Il me donnait de temps en temps un billet. Plus tard, quand j'ai raconté ça à mes enfants, ils ont dit « Mais tu aurais mieux fait de lui demander une dédicace ou un dessin. » Hein. Voilà. Bon, ben non, ça c'est avant. Hein. Puis, oui, d'accord, mais je mélange un peu. Et alors, autre chose m'intriguait aussi. Tu as fait du cinéma il y a très longtemps. Oui. J'ai dû tourner ce film avec toi, La Maudite. Ah oui, voilà. Mais je ne sais plus qui était le metteur en scène. C'était De Meist. Voilà. Égé de Meist, voilà, qui a fait le film. Oui. Et tu jouais quoi, toi, là-dedans? Moi, je ne jouais pas. Ah. À ce moment-là, c'était avant que je fasse du théâtre. Donc, qu'est-ce que tu faisais? J'étais en haut, tout en haut, j'étais perchman. Tout en haut, voilà, à 3 mètres de haut, comme ça, sur une planche. Ouais. Et je suivais les comédiens. Dans la chaleur des projets qui étaient tous à ma hauteur. Hein. Eh ben, tu as dû me suivre à un moment donné avec la foule, parce que j'étais figurant, oui, non, je savais très bien, et quelle était la jeune comédienne, une très jolie fille de l'époque, ça m'échappe un peu. Claudine Dupuis. Claudine Dupuis, voilà, des souvenirs. Là. Bon, tout a changé. Bien, pardon, j'ai fait une petite ouverture sur le cinéma. Tu as continué un peu le cinéma, mais alors comme acteur? Et alors, non, parce que... Ah, jamais. C'est-à-dire que j'ai commencé... Comme ça, on m'a demandé de jouer au studio du National, et puis j'ai recommencé à peindre et faire des choses dans la décoration. Et puis alors, il y a eu un avantage aussi, c'est que
il y avait l'atelier du Théâtre National qui préparait, qui faisait les décors. Alors ça intéressait très fort les gens, dire ah ben un petit jeune qui peut venir nous donner un coup de main. Ce qui fait que j'étais à la fois sur le plateau à peindre, hein, et quand il y avait un trou, parce qu'après les 4 fils aimants, on m'a rappelé. On m'a dit est-ce que tu es libre pour autre chose? Et puis pour autre chose. Et tout doucement j'ai commencé à jouer avec des intervalles, peinture, machin. Voilà. Mais est-ce que c'est Jacques Huysmans, il était directeur à ce moment-là, Oui. est-ce que c'est Jacques Huysmans qui t'a proposé d'être engagé à l'année ou quoi? Oui, mais Oui. beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Non, non. D'accord. Pendant quelques années, pendant à peu près 7-8 ans certainement, j'ai fait la petite province avec le studio du Théâtre National, enfin, et joué un petit peu au théâtre de poche, dont je parlais de la Tour Eiffel qui tue, par exemple. Et puis alors, bon, définitivement, au plus je faisais du théâtre, au plus je me découvrais quelque part, et puis on me demandait, j'avais un emploi dans l'esprit, hein, parce que c'est très amusant, suivant les théâtres, hein, on a un emploi. Parce que tu avais une gueule tragique. Exactement. Oui, c'est ça. Alors je jouais les jeunes premiers tragiques, les romantiques, les cheveux, j'avais des cheveux. Et voilà. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on m'employait. Alors que aux poches, c'était les crapuleux, c'était les voyous. C'est pas mal. Et là, au Poche, à ce moment-là, c'était Roger Domani, bien sûr, qui était le directeur. Oui, oui, et Ravel. Avec Roland Ravel. Roland Ravel qui faisait les mises en scène. C'est une grande époque pour le théâtre. Oui, tout à fait. Alors, tu te partageais, si je comprends bien, entre le Poche et le National. Oui, et puis... Et ailleurs. Et ailleurs, ça a commencé, on s'est intéressé à moi, on voulait... J'ai pas fait grand-chose aux galeries, mais quand même, on m'a demandé quelques fois. Et puis voilà. Et Qui puis était après, directeur aux galeries à l'époque? C'était c'est Jean-Pierre Rey. Jean-Pierre Rey. Ok, d'accord. Oui, oui. Et puis après une dizaine d'années probablement, surtout du Théâtre National et un peu du Poche, j'en avais marre. Je veux dire que autant j'avais eu du plaisir, autant je me sentais, comme je viens de le dire, coincé dans un emploi, toujours le même, des jeunes premiers pleurnichants, des choses comme ça. C'est pas ma nature de base. Je suis capable de le faire, mais enfin j'aurais voulu faire autre chose. Alors j'ai été voir Claude Etienne, et Claude Etienne m'a dit mais tu viens tout de suite, parce que je ne sais pas s'il n'était jamais venu me voir, mais peut-être que voilà, il m'avait repéré en tout cas. Et c'est comme ça que je suis rentré au Rideau. Il faut dire un mot de Claude Etienne, c'était un personnage tellement formidable. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour le théâtre? C'est lui qui a fondé quand même le Rideau de Bruxelles. Tout à fait. On le rappelle souvent, mais... Oui, et puis ce qui est très bien chez lui, c'est cette découverte d'auteurs nouveaux que personne ne connaissait jamais. Aussi bien les étrangers, hein, il faut se rappeler aussi le contexte. Maintenant, tout le monde parle anglais, par exemple, hein, mais à l'époque, un auteur anglais, c'était rare. C'était rare. Eh bien, lui, il a révélé les plus grands. Hein. C'est Claude Etienne qui a fait ça. Et bon, voilà. Et alors là, je suis tombé dans un tout autre répertoire. Par rapport au national. Par rapport au national. Ouais, c'est ça. Où vraiment, là, j'ai pu déployer toutes mes possibilités, autant dans la fantaisie que dans le tragique, toute forme, oui. C'était magnifique. Et puis, il m'a demandé aussi de mettre en scène. Je n'ai pas fait beaucoup de mise en scène chez lui, parce qu'il y avait l'hégémonie, quelque part, de Laroche. Pierre Laroche? Pierre Laroche, qui mettait en scène. Bonjour Pierre. Il faut lui dire bonjour. Mais oui, Pierre. Mais j'ai adoré Pierre, j'ai travaillé avec lui. Il m'a mis en scène, j'avais calculé 14 fois, 14 mises en scène avec lui. Même collaboré, hein, parce qu'on a fait par exemple Oiseau vert, c'était à nous deux. On a mis en scène le spectacle. Il s'occupait des grands emplois et moi je m'occupais de toute la figuration et toutes les pantomimes, la musique, les danses, tout ça. En fait, tu as eu, au départ peut-être pas, mais tu as une grande passion pour le théâtre, non? Ah, ben et oui. tu l'as toujours aujourd'hui? Mais oui, et là je ne joue pas pour le moment et je suis bien triste. Oui, et tu as dit d'ailleurs,
j'ai rien à faire, je m'emmerde. Oui, oui. Oui, Eh oui. oui, mais il faut être franc, c'est vrai. Oui, ben, voilà. On ne peut pas s'arrêter dans ce Mais métier-là. non, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais, puisque je me sens capable de le faire, que je n'ai... Alors, on en parlera peut-être après, mais on vient d'évoquer Claude Etienne, Jacques Haussmann un peu rapidement, mais il y a plusieurs comédiens dont on ne parle plus. Certains nous ont quittés il y a très longtemps, d'autres sont encore là, mais un peu passés, on ne sait pas très bien où. Parce que tu dis, tu regrettes un peu dans l'île ne pas avoir eu le temps de parler de certains acteurs qui étaient tes amis. Et c'est peut-être le moment de le faire maintenant. Absolument. Maurice Sévenant. Bah, Maurice, par exemple, oui, Maurice. Maurice, pendant ces années de petite province, c'était un jeune, mais un jeune qui avait un physique de vieux. Hein, il était un peu rond, ce qui fait que pour les petits spectacles entre jeunes, il tombait à pile hein, pour l'emploi d'un père ou enfin, des rôles de cet ordre-là. Donc, Maurice, on s'est fréquenté beaucoup dans les petites provinces, on allait toujours ensemble, comme il est très gourmand, moi aussi d'ailleurs. On allait à tel endroit, dans tel endroit, il faut aller manger à tel... Ce qui fait que nous avions une complicité aussi sur le plan gastronomique. Et Maurice, qui était aussi à la recherche comme d'autres, hein, comme Laroche que je viens de citer, il y avait le désir d'une formation qui n'avait pas été ce qu'il fallait à l'époque, le conservatoire. Il n'y avait que le conservatoire et c'était vraiment très très conventionnel comme formation. Or, le monde évoluant, et il fallait qu'on se frotte à d'autres répertoires, à d'autres formations. Alors tous ces jeunes, dont j'étais un peu mais en retrait, ont décidé de faire venir des professeurs de l'étranger ou des comédiens professeurs de passage en tournée pour s'améliorer. Ils n'y sont pratiquement jamais parvenus. Alors, Pierre Laroche, une fois encore, qui avait des bonnes relations avec les évêques et compagnie, oui, il est très chrétien, hein, très... Ah oui. Oui. Toi, par contre, tu es athée. Je le suis devenu. Oui. Bref, grâce à, je ne sais plus, Monseigneur Sunetz, voilà, il a dit, il faut faire une école, il faut former. Alors on dit, oui, mais avec qui? Mais c'est vous qui allez former les jeunes. C'est comme ça que ça s'est passé, ça a pris ça. Et cette école s'est formée. Alors, moi j'étais près d'eux, hein, et au bout d'un an ou deux de l'IAD, ils m'ont dit, mais viens aussi chez nous enseigner, parce que j'avais déjà fait 2-3 mises en scène qui avaient été des très gros succès. Et alors, viens, parce que j'ai dit, mais je n'ai aucun diplôme, parce que je ne sais pas si je te l'ai dit, mais mes études ont été une catastrophe. C'est pour ça que j'ai été ouvrier et apprenti. Autodidacte aussi. Ah, totalement. Oui. Très bien. Alors, voilà. Et donc, on m'a dit, mais viens. Mais j'ai dit, mais je n'ai aucun diplôme. On a dit, ça fait rien, tu as une notoriété. C'est vrai que j'avais une très bonne réputation et de comédien et metteur en scène à ce moment-là. Et donc, j'ai dit, oui. Hein. Alors, au début, c'était 1 heure ou quelque chose comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai fini par avoir un temps plein à l'IAD. J'ai terminé à 65 ans, alors là, avec le maximum d'heures qu'on puisse avoir à enseigner. Ce qu'on peut dire, c'est que tu as eu beaucoup de temps plein finalement dans ton métier. Oui. Et tu dis, j'ai eu beaucoup de chance, c'est ce que tu écris. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est chouette. Hein. Oui. Dis-moi, on parlait de Maurice Sévenant. Alors je pense à notre acteur, qui avait une forme, qui était comme cela, toujours. Moi, je me souviens, je l'ai engagé à la radio, je pense même avoir joué avec lui à la scène. À la scène, je ne suis pas sûr. C'était Vandéric. Monsieur Vandéric, quel personnage il était. Eh bien, comme je l'ai dit, si tu as lu mon témoignage, Vandéric, je le considère comme mon père spirituel. Parce que le hasard des choses, une fois de plus, la chance, a fait que nous étions presque toujours dans les mêmes distributions au Théâtre National. Et non seulement dans les mêmes distributions, mais presque toujours père et fils.
Et lui qui avait une carrière immense, très importante, à Paris, avec Dulin et des gens comme ça. Bon, je savais pas du tout. Ah oui, oui, il mettait en scène chez Dulin. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Et lui m'aimait beaucoup. Et alors, ce qui fait que il était enchanté de me dire de temps en temps quelque chose de l'oreille. Tu sais, tu ferais mieux de faire ça, comme ça. C'était absolument magnifique. J'ai même, et ça me peine un peu, moi je peux le dire, hein, moi je ne cache rien. Il avait un fils, Éric. Il n'aimait pas son fils, c'était moi qui l'aimais. Et il disait à son fils, tu ferais bien, regarde un peu comme il fait Gérard, etc. Moi ça me gênait. Mais enfin voilà, je le dis, c'est parce que c'est Vandéric et puis son fils, voilà, c'est comme ça. Alors, il y a des femmes, on n'en a pas parlé, à part Suzy, Oui. mais il y a eu des comédiennes, une grande comédienne aussi, on l'aimait, on ne l'aimait pas, mais n'empêche, c'était une tragédienne, Marthe Dugard. Marthe Dugard. Elle a joué des tas de choses, Oui. c'était une femme, la pauvre, je crois qu'il était écrasé par un vélo, Oui, par oui, une tram, je ne sais pas très oui, bien, je me rappelle très bien bêtement d'ailleurs, Oui. mais c'était aussi une comédienne, c'est vrai. Oui, De son époque, bien sûr. c'est ça, de son époque. Et passait malheureusement, j'étais pas très heureux de travailler avec elle. Parce qu'un jour, Claude me demande de mettre en scène l'amante anglaise. Et il dit, ah, mais ce sera avec Marthe. Et j'avoue que, ayant tellement entendu parler de Marthe comme d'une cabotine insupportable, tirant la couverture vers elle, je n'aimais pas ça. Toutefois, l'amante anglaise, je ne sais pas si tu vois la pièce. Oui, je ne sais plus avec qui je l'ai vu, mais c'était peut-être avec Jacqueline Bier, je ne sais plus. Elle l'a fait après, beaucoup d'années après, c'était 20 ans après sans doute. Et alors là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne cabotine pas comme elle? Ah, ça va être pas ça. Ah oui. Mais heureusement, la pièce est un interrogatoire. Alors, je plaçais la chaise. L'interrogateur, c'était Éric Pradier. Éric Pradier, oui. On ne le voyait pas, il était dans le noir, dans la salle, et il posait des questions, comme on peut imaginer ce qui se passe quand on est interrogé à la police. On entend des voix, mais enfin on est isolé. Et je me dis, chouette, ça va aller. J'avais déjà des difficultés à lui dire, écoute, ce personnage n'est pas maquillé. Et je n'ai rien dit, elle était couverte de maquillage. Et alors, elle m'a fait le coup aussi de l'éclairage. Je voulais un éclairage en douche. Hein? Et dès qu'on faisait un noir, elle déplaçait sa chaise pour avoir... Oh, c'est pas bon. Voilà. Alors, au point que j'ai dit à Claude, écoute, moi, ça va pas, moi je peux plus travailler avec elle. Et oui, au départ, je voulais même que ce soit du théâtre en rond, tu vois. C'est-à-dire qu'elle laisse son siège tournant comme dans un bureau et que les spectateurs et l'interrogateur soient de tous les côtés. Ah oui, d'accord. Ça, je crois que ça aurait été fort. Mais non, par pression, parce que c'est ça, Marthe, par pression auprès de Meyer, tu te rappelles Adrien Meyer? Adrien, bien sûr. Ils étaient très copains. Il a fait soi-disant dire que les règles de sécurité du Palais des Beaux-Arts ne permettaient pas ce dispositif. Tu vois comment on m'a... Voilà, alors c'est un très mauvais souvenir, et tu sais qu'elle a eu l'ève du théâtre pour le rôle. Allez, on l'efface. On l'efface. Alors, il y en a une, je ne sais pas si tu as joué avec elle, mais elle était formidable. Qui ça? Je n'ai pas dit son nom encore. On va voir si toi tu l'aimais bien ou pas, mais je ne sais pas si tu as joué au théâtre avec elle. C'est Christiane Lenain. Ah ben bien sûr. Christiane. Tout le monde a aimé Christiane. Écoute, je l'ai mise en scène dans l'annonce faite à Paris. Elle a eu l'ève du théâtre dans la mise en scène. On a perdu bêtement et trop vite. Mais ça, elle était un peu responsable, et l'homme qui était à côté d'elle. Ah oui. Pire encore, on ne va pas citer les noms. Mais non, ça ne sert à rien. Mais enfin, on en parle comme ça, donc on parle de plusieurs comédiens, on parle de comédiennes, il y en a beaucoup, il y en a que j'oublie, bien sûr on ne peut pas les citer tous. Tiens, à propos, tu viens de te dire Éric Pradier, oui, qui était aussi un très bon acteur, qui a joué beaucoup au Bruxelles. Oui. Et il y avait son frère, Franz Morio, avec cette voix comme cela, très grave, très sérieux. Et alors j'ai été étonné,
une fois, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, quoi, 4-5 ans, je ne sais pas, et je suis là sur un boulevard à Bruxelles, et j'ai une jeune comédienne qui est près de moi, qui s'appelle Stéphane Morio. Stéphanie Morio. Oui. Et quand elle me dit ça, je dis, tiens, j'ai connu moi un acteur qui s'appelle Morio, Franz Morio. Elle dit oui, elle dit je sais, c'était mon père. C'était très drôle, parce qu'il y avait une très grande différence d'âge, Oui, évidemment. oui, oui. Et tu as joué avec Franz Morio? Non. Ah, mais c'était un curieux personnage, moi je le prenais parfois pour la voix, qui Oui. passait très bien à la Ah radio. oui, oui, Tiens, au j'avais fait, les voix. est-ce que tu as fait beaucoup de radio Très très Gérard? peu. Très peu. Oui, très peu. Pourquoi? Parce que j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, que je suis dyslexique. C'est-à-dire que quand je lis, tu vois, je commence une phrase et par nervosité, je l'achève autrement que ce qui est écrit. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois? Parce que, bon, je suis nerveux, voilà, je suis comme ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que, si on remonte à mes débuts, quand je voulais suivre des cours de diction, c'était pour parler à la radio, et finalement, je n'en ai pratiquement jamais fait. Un peu, hein, quand même, mais voilà. Moi, je me souviens pas dans les engagements, je sais. J'ai engagé beaucoup d'acteurs à la RTB, puis ça, je ne sais pas comment j'ai pu être engagé là. Je crois que j'ai dû le faire au moins une fois. Oui, vraisemblablement. Alors, bien, on a parlé du théâtre, on a parlé du cinéma, il y en a vraiment très peu, la radio, ok. Mais alors, il y a chez toi, et on va les voir d'ailleurs, notre ami Paul Freitas les a filmés, chez toi alors, Oui, des marionnettes. Il y en a même 2, il y en a Oui. davantage, mais chez toi il y en avait 2, je crois. il y en a 40. Mais pas chez toi alors. Si. Ah bon? Mais dans mon garage, et Ah. c'est ce que je t'ai dit, c'est dans mon garage. Oui, ah, Je ne d'accord. peux pas aller. Il y en a 2 autres qui sont encore actuellement chez Tone. Au musée Tone alors ça. Voilà. Ouais. Ah, alors, parle-moi un peu maintenant de comment ça t'est venu ça comme ça, les marionnettes, tu les fabriquais plus. Parfois Ouais. des petites, 25, 30 cm, tu vas plus. Enfin, tu as fait un gros travail et moi je t'ai vu dans c'est juste ça, la révolution de 1830, un spectacle où je m'abuse. Non, ça c'est. C'est Le pas siège d'Ostende, c'est autre chose. le siège. C'est 1601, le siège d'Ostende. Ah, ben, ouais, et c'est là que je t'ai vu alors. Et tu m'as vu, ça. Je t'ai vu, mais je t'ai vu plusieurs fois. Alors, les marionnettes. Oui. Dis-moi un peu. Mais les marionnettes, comme je l'ai déjà dit, je suis un peu peintre, un peu bricoleur. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est une capacité pour moi de fabriquer des marionnettes. Mais, comment c'est arrivé? Je n'en sais rien. Je sais que j'ai toujours aimé les marionnettes. Personnellement, je n'aime pas les folkloriques, je dirais. Je trouve pas, parce que ça se ressasse toujours dans les mêmes choses. Mais les marionnettes telles que on voit en Asie, par exemple, c'est extraordinaire, c'est sublime. C'est l'art du signe, hein. C'est beaucoup plus fort que la psychologie des personnages, etc., que je peux jouer, mais je préfère aller vraiment vers quelque chose qui est plus puissant et auquel les acteurs ne doivent pas s'identifier. C'est la marionnette qui doit exprimer les choses, ce n'est pas l'acteur avec son vibrato personnel, sa larme à l'œil, que sais-je. C'est la distance, la distanciation, la marionnette. Alors j'aimais bien, mais je n'en avais jamais fait. Si ce n'est des petites choses quand j'étais gosse, avec ma sœur et mon frère, plus jeunes que moi, comme ça pour les distraire. Mais j'avais découvert la puissance extraordinaire de la marionnette en allant voir des spectacles. Et puis, j'ai beaucoup aimé et mis en scène, c'est mon plus gros succès de metteur en scène, c'est La Balade du Grand Macabre de Gelderode. Et j'ai constaté, parce que même dans ma mise en scène, j'avais introduit 2 marionnettes, que j'avais empruntées d'ailleurs à Tone, qui incarnaient la foule et qui commentaient un petit peu ce qui se passait sur le plateau. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé de plus en plus aux marionnettes, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait l'Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières. Et que chaque année,
ils invitaient un grand maître de la marionnette du monde entier pour un stage de 6 semaines. L'année où j'ai postulé, c'était le Kurumanino, c'est-à-dire la marionnette japonaise, qui était enseignée par un trésor national, comme ils les appellent là-bas. Hein. Un homme peut être un trésor national au Japon. Enfin, un grand maître de la marionnette. Alors là, j'étais évidemment tout à fait conquis. Plus tard, j'ai fait la marionnette, comment dire, la marionnette comme objet de redressement, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes. J'étais absolument passionné de faire ça. Jusqu'au jour où, ayant lu beaucoup Michel de Gelderode, et ayant appris dans sa biographie qu'il avait il avait écrit une pièce qui n'avait jamais été publiée, qui s'appelait Le siège d'Ostende, et qu'il disait « Oh non, c'est pas ça, il ne faut pas ». Et par je ne sais quelle entourloupette, on est quand même parvenu à l'éditer. Là, je lis ça et je trouve ça formidable. Mais je me dis, mais comment mettre ça en scène? Parce que je parlais de 40 marionnettes, il en faudrait 80. Alors, il faudrait une troupe de manipulateurs, hein, et qui veut faire ça, quel théâtre va le faire? Et puis le temps passe, et un jour, Albert-André Lheureux décide de monter la pièce avec des comédiens. À l'Esprit Frappeur? Non, c'était dans une salle, je crois que c'était l'ancien Théâtre National, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, c'est un échec, hein, ce spectacle, parce que c'est évident. Gelderode, la puissance de Gelderode, on peut pas, toutes les pages, il y a, je sais pas moi, un viol de bonne sœur, un type qui pisse, un autre qui chie, enfin, ça baise, ça boit, ça pète, ça rote, enfin bref. Et je me dis, mais oui, mais c'est écrit pour marionnette, et il est marqué pour marionnette. Et avec Albert André, évidemment, les gens sortaient de ça. Par des comédiens, ça les gênait. Et moi, j'ai décidé, ben alors je vais monter la pièce, mais avec des marionnettes. Et j'ai mis 1 an à fabriquer mes 40 marionnettes. Ben oui, parce que chacune, il fallait... Comment est-elle? Comment va-t-elle bouger? Quel va être le principe de tout ça? Au travail. Hein. Ah oui, mais c'est gai comme tout. Hein. C'était très gai, je me suis bien amusé. Voilà. Et puis j'ai monté la pièce, voilà, tout seul, sans producteur, je dirais. Et pour les voix? Toutes les voix, c'était moi. Hein. Alors, mais oui, mais voilà, ce qu'il y a, c'est que il y a un fil rouge que personne n'avait encore perçu. Cette pièce, elle est écrite en l'honneur de James Sansor, le peintre James Sansor. Et dans la pièce, il y a un personnage insolite qui apparaît de temps en temps, qui est Sir James, comme on dit, mais en réalité, c'est un honneur à James Sansor. Et c'est le personnage de James Sansor qui est en scène vivant, lui, et qui met en scène ses marionnettes. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je dois faire tous les personnages, James Sansor lui-même, avec son chapeau à plumes, etc., et ses marionnettes qu'il agite. Alors il y a des Espagnols, puisque c'est l'occupation espagnole, il y a aussi un Italien, il y a aussi bien sûr des Belges, il y a du flamand, il y a du bruxellois, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Et tu prenais tous ces accents alors, Ben oui, mais c'est pas tellement compliqué. Hein. Est-ce que tu étais en relation avec notre ami Jean Gégel, c'est-à-dire Tone? Non, non, pas du tout. Il m'a invité, cela dit, et j'ai joué chez lui, après quelques années, hein, parce que j'ai quand même... Tu as joué chez lui, d'accord. Oui, il m'a invité, il y a combien d'années maintenant? On ne compte plus. Non, mais c'est vrai.
j'ai créé la pièce en 2000. Je l'ai jouée jusqu'en 10. Pendant 10 ans, j'ai joué à gauche et à droite. Une représentation, 3, quelque part. C'est récent, ça. Jusqu'en 10, ça ne fait jamais que 4 ans maintenant. Ben voilà. 3 ans. Alors donc, voilà, je l'ai quand même pas mal joué, mais comme je ne suis pas moi-même producteur, je suis sûr qu'avec quelqu'un derrière moi qui ferait ce boulot de distribution, j'aurais pu la jouer pendant des années, cette pièce. Alors on évoque là, Gérard, des tas de souvenirs dans ta vie. Tu vas parler un peu comment c'était au départ, ta vie de comédien, à gauche, à droite, le rideau. Tu n'as pas parlé de théâtre comme le Molière, comme le Vaudeville. Tu n'as pas joué là? Non, j'ai failli jouer au Vaudeville, mais non. Mais tu n'as pas fait un spectacle avec Suzy Falk, une espèce d'opérette ou d'opéra, je rêve. Mais c'est-à-dire que tu as chanté avec Suzy. Oui, avec Suzy, par exemple, j'évoquais tout à fait la Tour Eiffel qui tue. Nous chantions tous d'ailleurs, hein, et on dansait. Et moi, je jouais le rôle principal. C'est un défaut, finalement. Celui qui pose des questions, c'est-à-dire moi en ce moment. Parce que je pose des questions, je t'oblige à dire des choses. Or, tu as peut-être envie de parler de toute autre chose. Tu as parlé de théâtre, tu as parlé de cinéma, tu as parlé de tout ça, de ce que tu as pu faire. Et tu n'as peut-être pas eu l'occasion de dire des choses parce que je ne t'ai pas posé la question. Oui, oui. Alors, allons-y. Ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu as encore envie de dire? Tu vas aller plus loin que le bouquin avec ça. Hein? Oui, plus loin que le bouquin, je voulais dire à quel point le plaisir que j'ai eu de travailler avec les comédiens. Et quantité de gens qui ont peut-être été oubliés, qui sont hélas décédés. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Et puis, il y a des choses qui méritent, pour ma réputation, mon honneur, je ne sais pas quoi, de parler, évidemment. Tu parlais de Christiane Lenain, de Marthe Dugard. Dans le livre, je parle de Raymond Avenière. Il est disparu, oui, hélas. Hélas, oui. Ben voilà, c'est un bonheur de travailler avec ces gens-là, et avec beaucoup d'autres encore, qui n'ont peut-être pas eu les prix dont je parle, mais qui étaient quand même très très bien. Alors, un exemple aussi, que je ne cite jamais, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même eu l'occasion de mettre en scène Francis Blanche. Ah, tiens. Ah, c'est dans quoi, dis donc, alors? Dans un spectacle sur des textes de Michaud. Voilà. Ah, tiens. Ça s'appelait Etc. Ah. C'était au 140. Oui. Il était extraordinaire quand même, ce Francis Blanche. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois pendant 1 heure, peut-être en interviewant comme ça, mais quand on fait les interviews rapido, quoi. Ouais. Mais je ne savais pas du tout. Et avec des textes de Michaud qui plus est. Oui, des textes, oui, magnifiques. Hein. Mais dis-moi, en fait, tu dis ça, tu vois, je continue à te poser des questions. Mais tu as écrit des livres, toi, non? Tu n'as pas écrit des pièces aussi? J'ai fait des adaptations. Ah, tu vois, bon, j'ai fait quelques adaptations. Une qui a eu beaucoup de succès et qu'on a repris la saison passée, 40 ans après, c'est Les Rustres de Goldoni. Ah oui, on l'a repris où j'y étais. Au Martyr. Ah, c'était toi, d'accord. J'avais fait ça en 68. Et j'ai continué à faire des adaptations. Hélas, elles n'ont pas été jouées, mais je les ai. Par exemple, justement, je rencontre un jour Scaël. Daniel, oui. Et pour qu'il lui dise, tiens, voilà une adaptation de La Bonne Mère de Goldoni. Il dit, oh, moi, Goldoni, il n'y a qu'une seule pièce qui me plaît, c'est Les Rustres. Je lui dis, écoute, j'ai l'adaptation, j'ai fait une adaptation. Oh, passe-la moi. Et il l'a montée la saison d'après, donc c'était la saison qui vient de se terminer. Donc je les ai vus. Voilà. Oui, je l'ai vu, bien sûr. Eh bien, c'était mon adaptation. Comme c'est comme cela, est-ce que tu as envie d'aller au théâtre? Est-ce qu'on te consulte, par exemple, tu as fait l'adaptation pour te poser des questions, pour arranger certaines choses? As-tu l'envie d'aller voir le spectacle, puisque tu l'as vraiment conçu il y a donc 40 ans, tu viens de me dire? Oui. Mais forcément, là, j'étais intéressé de voir s'il allait en faire. 40 ans ont passé et dans le temps, on montait les spectacles dans l'ambiance où ils avaient été écrits, c'est-à-dire Venise au XVIIIe siècle.
Mais lui, il a tout à fait fait ça dans les années 50. Ah, ouais, Tu vois, il a tout à fait transposé. ouais, alors, tu n'es pas heureux à ce moment-là. Mais c'est pas que je ne suis pas. Non. Non, le contexte. Je pense que si 40 ans après je devais le faire, peut-être que je transposerais aussi, parce que la sensibilité a changé. Et maintenant, il faut bien le dire, ce que coûte un spectacle en costume d'époque, c'est devenu difficile. Ah oui, j'en parlais encore il y a quelques jours avec Guy Pion. J'étais Oui. voir aussi dans Richard Encore Roth. un de mes anciens élèves. C'est vrai? Oui. Oui, oh, tu étais professeur aussi à l'IAD. À l'IAD, oui, oui, justement. d'accord. Non, mais je veux dire, on en parlait le coût des costumes, etc. Maintenant, dans les pièces, donc, Oui. on évite, on modernise, c'est peut-être plus Absolument. simple, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Bien, on est donc début du mois de février de l'année 2014. 14. Déjà, on sera bientôt en 2015. Qu'est-ce que tu aimerais encore faire maintenant? Là, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Parce que tu m'as dit que quand je fais rien, je m'emmerde. Alors, Mais tu vois, je suis partagé d'un côté de faire, par exemple, un spectacle tout seul. un seul en scène. Un seul en scène. Mais j'aime pas tellement ça, moi. Je veux dire que si j'ai fait le siège d'Ostende, j'étais pas seul, j'étais avec mes marionnettes, tu vois. Alors, j'aimerais un ou une partenaire et jouer ce qui est gai. C'est comme je sais pas quoi, ça peut être comme un sport, comme le tennis, où on s'envoie les répliques, et où il y a du suspense, et puis ça repart, et puis c'est joyeux, puis c'est tragique. Et voilà, j'adore ça. Mais, alors oui, j'ai un projet qui est un très très beau texte d'ailleurs, de Beckett, qui s'appelle Premier amour, de Beckett. On n'a jamais monté ça, non? Et ça a été monté, mais je ne l'ai pas vu, hein. C'était monté en Avignon il y a 2 ou 3 saisons. J'étais à Avignon et j'ai vu l'affiche. Mais tu sais, à Avignon, j'y passe et je repars très vite, hein, j'y vais comme ça. Alors, là-dessus, j'ai acheté le texte. Je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. Mais tu vois, je devrais faire ça tout seul. Et alors, tout seul, et le monter et le jouer, je trouve que c'est trop. Il me faudrait quelqu'un, un œil extérieur. Il faut que je trouve quelqu'un. Ça se trouve, non? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des jeunes qui seraient ravis de monter pour toi un Beckett on ne le connaît vraiment pas. Ça ne me dit rien, moi, ce Beckett-là. Oui. C'est pas très connu, hein? Peut-être que non. Moi, personnellement, je ne connais pas tout. Mais non. Donc c'est ça, en fait, c'est ça. Donc remonter sur les planches, quand même, ça te... Ah oui, ça me dirait bien. Oui, oui, tout à fait. Tu ne peux pas faire comme Suzy qui raconte un peu comme ça. Non, vie, c'est mais pas... ça, mais ça, c'est sa nature, c'est pas la mienne. Je suis pas comme ça. Non, je vais C'est un personnage unique. Hein. Eh bien voilà, écoute, il y aura encore 10 000 questions à poser peut-être. Bon, on le fera ça si tu montes une pièce, si tu le produis, ben là je te retrouve et on refait une vidéo puisqu'on dit cela. Hein. Est-ce que tu n'as pas peut-être, tu sais, tu as la caméra qui est là, tu n'as pas un message à adresser maintenant aux gens qui peuvent s'intéresser au théâtre, qui peuvent aimer le théâtre, qui le regardent et qui maintenant sont passionnés puisqu'ils viennent de temps en temps dans des tas de choses sur le théâtre. Oui. Donc, mais pour ça, il faudrait d'abord qu'ils m'aient vu et que ça leur rappelle quelque chose, qu'ils souhaiteraient peut-être encore me revoir, bien sûr, mais qui sont-ils? Où sont-ils? À quelle génération appartiennent-ils? J'ai quelquefois, je me dis, j'ai 83 ans, qui est-ce qui est encore en état de travailler et ou à mon âge, ou avec moi. Et ça, c'est ça ce qui me peine, et après tout, je trouve logique, hein, un jour il faut s'en aller. Mais comme je suis toujours les pieds sur la terre, là, je ne vois pas pourquoi je passerais mon temps à marcher de long en large en m'emmerdant, il faut bien le dire. Oh tiens, je ne fais jamais, je ne pose jamais cette question, on se sépare. On termine là. Si tu aimes la musique ou la chanson, qu'est-ce que je pourrais programmer qui te ferait plaisir? Je suis très partagé parce que
En musique, par exemple, je suis assez ignare. J'ai toutefois eu la chance d'avoir une femme pendant un certain temps qui était musicienne, qui était harpiste, et qui, grâce à elle, m'a fait baigner un peu dans le répertoire classique. Voilà. Alors ça, c'est un peu ce que je connais. Et puis, au départ, moi, je n'étais pas du tout formé pour, à part la chanson, quoi. Hein, je veux dire, la chanson de ma jeunesse, je veux dire, c'était les Yves Montand, les Prévert, les choses Il comme reste à ça. présent, hein, quand Ah même. oui. Ah ouais. Ça, c'est les bons moments que j'avais. Et pour le moment, je ne vois pas, je ne sens pas ou je n'entends plus de chanteurs ou d'auteurs qui me ravissent. Mais quand même, hein, il y en a, et il y en a. J'ai du plaisir, mais je les oublie très vite, alors que les autres, là, j'ai fait une fixation quelque part sur... Et alors j'ai une idée là. Et si je passais là, maintenant, un enregistrement avec Francis Blanche, Oui, non? Ça t'amuserait? oui, oui, tout à fait. Je verrai ce que je trouve là, mais enfin je vais Bien certainement ça. trouver quelque chose. Et on achèverait comme cela. Oui, mais tout à fait. Ok. Eh bien, je suis ravi de t'avoir vu. Gérard, j'espère te retrouver à gauche ou à droite. Et alors, il y aura, on montrera, Paul va donc s'occuper de cela, et on va montrer évidemment les marionnettes, puisqu'il était les films. Oui, oui. Je n'ose pas te demander, pendant 30 secondes, d'imaginer que tu as deux marionnettes en main que tu joues et qu'on t'écoute comme ça. Non, c'est pas possible. De te mettre comme ça dans le bain. Non, c'est pas Non. possible parce que d'abord, peut-être que le texte ne va pas me venir, ça m'embête. Hein. Oui. J'ai plus joué la pièce depuis très, Oui. très très longtemps. Ah oui, non, d'accord. Non, ce que j'aurais aussi voulu faire, qui m'intéressait, c'était un texte de Jean-Luc Lagarce. Tu vois? Et il raconte quelque chose qui est pénible et tout à fait intéressant. Ça s'appelle l'apprentissage. C'est un homme qui se réveille dans un lit d'hôpital et qui va devoir réapprendre à parler, à bouger, etc. Et je trouvais ce texte fascinant et il est manipulé complètement comme une marionnette, puisque les infirmières, enfin, tout ce qu'on en fait, ça c'était une idée. Mais tu vois, c'est une idée. Mais concrètement, c'est irréalisable. Oui. Ou alors avec d'autres. Mais Ben, pour toi, c'est irréalisable. oui, parce que tu vois, il y a des contradictions. La marionnette, c'est le mouvement. Hein? Il faut que ça bouge, même peut-être très très lentement, c'est pas important. Or, ce type, il est dans son lit d'hôpital et il est attaché aux pieds et aux mains et il subit des choses. Donc, alors, il faudrait peut-être que ce ne soit pas moi, qu'il y ait d'autres, hein, plusieurs manipulateurs qui interviennent, qui viennent, je sais pas, faire les piqûres et autres. Alors j'imagine bien des mains blanches, là, tu vois, qui, dans un fond noir, qui ponctionnent, qui piquent, qui tirent, qui... Ben, tu vois? Voilà. Tu vois comment tu pourrais le réaliser, ça? Allez. Je connais quand même pas mal de gens, je les vois quand même tous les jours, je vois pas mal de jeunes aussi. Alors, je vais peut-être leur en parler comme ça, sans en avoir l'air. Tu es d'accord que je t'appelle pour te le dire à ce moment-là? Ah ben bien sûr, bien sûr. Ok. Allez, merci encore, Gérard. Je t'en prie, je t'en prie.